Bonjour à tous et bienvenue sur Matricule 007. Votre esprit subtil aura deviné le sujet principal de cette chaîne, James Bond et son univers. Parcourez ses aventures livresques et cinématographiques à mes côtés chaque samedi matin. Suite et fin de notre série de vidéos sur le film Dr No. Aujourd'hui, nous nous concentrerons majoritairement sur les faux raccords du métrage. Je tiens à remercier le site Erreur de Film d'avoir complété mes recherches sur les faux raccords de ce film. Vous vous apercevrez vite que Dr No en est truffé. Dès les premières minutes du film, nous suivons la progression de trois aveugles dans les rues de Kingston. Ces derniers sont censés rejoindre le Queen's Club pour tuer Strangway. Or, ils vont pratiquement faire le tour de la ville. Un parc du centre-ville, le bord de mer, puis le centre-ville, et enfin le club. Reconnaissons que ce sont de bons marcheurs. Le jeu de la canne. Selon les plans, les trois aveugles tiennent leur canne blanche dans la main gauche ou la main droite. Au moment où les trois aveugles s'enfuient de la scène du crime, les lampes de tournage se reflètent dans les vitres du corbillard. Et ce défaut va se retrouver tout au long du film. Les trois tueurs tirent sur la secrétaire de Strangway, Miss Trueblood. Quand l'un des méchants la retourne, on s'aperçoit que la jeune femme a du sang sur les deux mains, ainsi que sur son chemisier. Vous me direz logique puisqu'elle vient d'être assassinée. Ah oui, mais il n'y a pas de trace d'impact de balle. Et en tombant, elle avait les mains en l'air, si vous regardez le plan précédent. Donc, d'où vient le sang ? Cette scène révèle surtout que l'actrice dissimulait l'encre rouge dans ses mains et qu'elle l'a appliquée, une fois sortie du champ, sur son chemisier. Scène du casino. Sylvia Trench et James Bond s'affrontent au baccarat. 007 tient sa cigarette dans la main gauche, posée sur la table de jeu. Plan suivant, la cigarette est revenue dans la bouche. Petit détour par le MI6. M se lève de son bureau pour prendre des allumettes sur le manteau de la cheminée. Les lumières des projecteurs se reflètent sur le tableau. Les lumières sont également visibles sur le globe terrestre derrière le bureau de M et le dossier du fauteuil en cuir de Bond. M demande à James d'ôter son veston et de lui donner son revolver. Or, le Beretta n'est pas un revolver, mais un pistolet. Les revolvers possèdent un barillet. Erreur irrecevable de la part du chef des services secrets. Erreur qu'il va tout de même répéter 2 fois, puisque le Walter PPK n'est pas non plus un revolver. James sort du bureau de M et s'avance vers le porte-manteau pour récupérer son chapeau. Or, celui-ci a changé de place. Il était devant et à droite quand il est entré, maintenant il est derrière. Une taquinerie de monnaie penny, peut-être. James rentre enfin chez lui, il est quand même plus de 3h du matin, il a le droit. Il va pour entrer dans sa chambre, et nous apercevons le projecteur qui se reflète sur l'écran de la télévision. Sylvia Trench joue au golf dans la chambre de Bond. Elle tient le club contre sa poitrine. Or, au plan suivant, il est posé sur le sol. James Bond part en Jamaïque, il arrive à l'aéroport, et va pour commander un taxi. Les projecteurs se reflètent sur la vitre de la cabine téléphonique lorsque Bond ouvre la porte. Quelques instants auparavant, ils étaient visibles sur le verre des lunettes de soleil de Letter. Et un petit peu plus loin, ils seront visibles sur la vitre arrière de la voiture de Letter. Premier, je ne vous embête plus avec mes projecteurs. Donc, James Bond monte dans la voiture de Monsieur Jones, le soi-disant chauffeur du gouverneur. Le tableau de bord et le volant sont rouges. Le plan suivant fait un gros plan sur le compteur afin de permettre à James Bond de faire une remarque sur la vitesse. Remarquez que le tableau de bord est devenu beige et le volant noir. James Bond et Monsieur Jones tentent d'échapper à leurs poursuivants. Sur la route, regardez, différentes traces de freinage sont visibles, indiquant que la scène fut tournée à plusieurs reprises. La voiture de Bond prend un virage serré sur la droite afin d'échapper à ses poursuivants. Des crissements de pneus se font entendre, ce qui est impossible sur du gravier. Petite erreur de bruitage au moment du montage. La voiture s'arrête, James attrape Monsieur Jones de la main gauche en vue de lui assèner une bonne droite. Oui, mais problème, au plan suivant, il lui assène une gauche. James Bond est conduit par le chef de la police chez Strangway. En sortant du véhicule, ce dernier remarque la présence de 3 individus au loin. Ce sont les 3 aveugles qui surveillent la maison. C'est ainsi que le Dr No est averti de la présence de l'agent secret. Monsieur Jones est mort et James Bond est revenu à son hôtel.
Comme il doit sortir, il prend quelques précautions pour vérifier que personne ne pénètre dans sa chambre en son absence. Il va coller un cheveu sur sa penderie. Et regardez bien la penderie, vous vous apercevrez qu'il y a des traces antérieures de colle. La scène fut donc rejouée plusieurs fois. À la 25e minute, on s'aperçoit que Bond passe la soirée au club avec les amis de Strangway en vue de les interroger. Quelques minutes plus tard, Bond fait la fête avec Querelle et Letter dans un club jamaïcain. Pourtant, lorsqu'il rend visite au professeur Dent pour l'interroger sur les roches prélevées par Strangway, Bond annonce à la secrétaire l'avoir rencontré hier soir au club. Faux, hier soir il est avec Querelle. Bond aurait dû dire avant-hier soir. Petite erreur de scénario. James Bond arrive sur le port. Il cherche Querelle. Il se renseigne auprès d'une femme portant des paniers sur sa tête. Les 2 poteaux en bois derrière eux sont vides. L'instant d'après, il porte des spectateurs. Merci au site au service secret de 007 sur la chaîne YouTube, car j'avoue que je ne l'avais pas remarqué celle-là. James Bond descend vers Querelle. Le pêcheur se situe à l'arrière de son bateau, les pieds dans l'eau. Plan suivant, il est maintenant à l'avant de son bateau. La preuve du changement de position, le chiffon qui lui reste à la même place. Si Querelle s'était positionné à la bonne place dès le début, il aurait vu Bond arriver sur lui. Là encore, merci à la chaîne YouTube au service secret de 007. Observez le pot de peinture. Quand Querelle le pose la première fois sur le bateau, le pinceau est à gauche. Le pêcheur s'éloigne pour s'essuyer les mains. Quand la caméra se tourne vers James, le pinceau est penché à droite. Querelle se dirige vers le bar et marche sur un ponton. Il est au milieu du ponton quand la caméra se tourne vers Bond. Quand ce dernier arrive au ponton, Querelle est dans le coude. L'instant d'après, il est pratiquement arrivé au bar. Flash s'est déguisé en pêcheur jamaïcain. Querelle s'installe au comptoir et discute avec le patron. Sa cigarette est toujours coincée entre ses lèvres. Un coup d'œil à Bond qui s'approche du bar. Plan suivant, la clope a disparu et le patron a eu le temps de servir une bière à son ami. Ils sont rapides dans la restauration en Jamaïque. Donc nous avons James, Letter et Querelle réunis autour d'une table en train de discuter de Dr. No. Observez bien la bouteille de rhum. Au départ, elle est pleine. Sauf que lorsque la photographe rejoint Bond et Letter à table, le niveau est descendu, mais les verres ont été remplis. On reste logique. Quelques secondes plus tard, la bouteille est descendue de moitié, alors que personne ne s'est resservi et que personne n'a encore touché à ces verres. On continue le film, et là, le niveau de rhum est remonté. Comme par magie. Mais alors, quelques secondes plus tard, il est de nouveau redescendu. Lorsque la photographe prend place autour de la table, son appareil photo est maintenu par une sangle autour de son cou. Plan suivant, la sangle a disparu. Querelle lui tenant le bras, elle n'a pas pu ôter l'appareil. Surtout que quand on continue à visionner le film, on s'aperçoit que la sangle et l'appareil sont revenus autour du cou. De colère, la photographe brise une ampoule et griffe le visage de Querelle. Ce dernier frotte la plaie et sa main se couvre de sang. Bizarrement, les plans suivants, il ne présente aucune trace de blessure. Vient mon moment préféré. Rosie, la tarentule, est en train de grimper sur l'épaule de Sean Connery. Remarquez au passage que le drap a glissé de son bras. L'acteur gigote légèrement, mais pas l'araignée. On voit bien qu'elle est comme suspendue dans le vide. C'est normal, puisqu'elle marche sur une vitre. Rappelez-vous, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. On voit tout de même que notre Écossais chéri n'était pas rassuré pour autant. Alors que James Bond se rend chez Miss Tarot, il est pris en chasse par une voiture noire, le fameux corbillard. Mais, l'espion, il aurait peut-être dû louer un chauffeur ou un GPS, car il va repasser quand même 3 fois au même endroit. Observez le groupe d'arbres et le rocher sur la droite ainsi que le caillou au premier plan. Vous avez 1, 2, et oui, 3 fois. 3 fois le même virage tout de même. Et lors de cette course-poursuite, on ne cesse d'entendre des crissements de pneus pour faire comprendre que les 2 voitures roulent très vite. Oui, sauf que ce bruit est toujours impossible sur de la terre. Et la 3e erreur de cette scène, c'est l'échelle du corbillard. Le véhicule est beaucoup trop grand lorsqu'il est collé à la voiture de Bond en arrière-plan. Donc la scène de la course-poursuite se termine, James Bond s'engouffre sous la grue et le corbillard tombe dans le ravin. Regardez au passage d'ailleurs, on aperçoit distinctement l'ombre de l'équipe de tournage qui se dessine sur le sable. De plus, le véhicule va descendre cette pente à plusieurs reprises afin d'être filmé sous plusieurs angles.
James Bond parvient enfin chez Miss Tarot. En entendant le bruit de la sonnette, celle-ci sort de sa chambre. Sur une console à droite repose une lampe et 3 bouteilles d'alcool. Quand Bond revient dans la maison après avoir fait arrêter Miss Tarot, les objets sur la console ont bougé. Les 3 bouteilles sont maintenant à droite et la lampe est remplacée par un tourne-disque. Pendant que James Bond et Miss Tarot discutent, le téléphone sonne. Qui peut bien prévenir Miss Tarot que Bond est vivant ? Le professeur Dent ne devrait-il pas être mort ? Ayant échoué à le tuer avec la tarentule, le docteur No devrait l'avoir éliminé. Il le menace d'ailleurs à chaque fois que s'il échoue encore à tuer Bond, il en est fini pour lui. Finalement, un méchant pas si méchant. On comprend que quelqu'un demande à la jeune femme de retenir l'espion, afin de venir sans doute pour le tuer. Donc notre espionne est partie au com avec la police, et James Bond s'installe confortablement dans sa chambre. Il accroche un silencieux à son pistolet. Quand il s'assoit dans le fauteuil, il porte une cravate. Avec le plan suivant, elle a disparu, on voit distinctement les boutons de sa chemise. Ensuite, observez ses mains pendant qu'il met le silencieux sur son pistolet. Quelle arme James Bond est-il censé utiliser ? Un Walter PPK. C'est d'accord avec moi ? Ah oui, mais si vous observez ce dernier, c'est un Browning. Voir le logo sur la crosse. Bon, James Bond n'est pas sûr, il fait une petite partie de cartes, une partie de solitaire en attendant, et là, le professeur Dent entre dans la chambre de Miss Tarot et tire à 6 reprises sur le lit, croyant James endormi. Il a tiré ses 6 balles, le revolver est vide. Pourquoi James lui demande-t-il de le jeter ? Il ne craint plus rien puisque l'homme ne peut plus lui tirer dessus. Mais le plus farfelu, c'est surtout pourquoi Dent va-t-il tenter de récupérer son arme vide ? Il ne sait pas compter ? Pour un professeur, c'est un peu gênant. Comme je vous l'ai dit, le méchant va s'obstiner à vouloir récupérer son arme. Ah oui, mais celle-ci se déplace. Un coup, elle est près de lui. Un coup, elle est loin. Elle est toujours sur le couvre-lit, vous allez me dire. Sauf que, selon les plans, vous verrez que l'arme n'est jamais au même endroit. Honey Rider émerge de l'eau avec des coquillages dans les mains. Elle les jette sur le sable pour pouvoir ôter son masque. Lors du gros plan, elle frotte un coquillage et n'a plus de masque. Nous supposerons qu'elle s'est baissée sans que nous la voyions. Quand Bond s'approche, elle saisit son couteau. Ah oui, les coquillages, ils ont disparu entre-temps. Allez, on va faire croire qu'elle les a lâchés rapidement. Un petit peu plus loin, Honey s'abaisse pour ramasser son sac de coquillages. Celui-ci est à moitié rempli. Fait surprenant, on voit visiblement qu'elle abandonne ce qu'elle vient de pêcher sur le sable, ce qui n'a aucun sens, puisque je vous rappelle qu'elle vit de la vente de ses coquillages. Et un peu plus loin, on s'apercevra que le sac s'est légèrement garni. Querelle, Honey et Bond sont traqués par les gardes de No. On voit un garde se saisir d'un mégaphone pour leur demander de se rendre et les menacer de les tuer. Si vous regardez la version française, vous ne verrez rien de surprenant dans cette scène. Par contre, si vous la regardez en VO, c'est là que c'est beaucoup plus amusant, vous apercevrez que ce pauvre homme, quand il parle dans le mégaphone, il a une voix légèrement distorsionnée par l'appareil. Oui, c'est que quand il parle à ces hommes sans l'appareil, la voix, elle, reste métallique. Donc les soldats de No parcourent la rivière avec des chiens, puisqu'ils n'ont pas réussi à les trouver au départ. Les chiens, donc, sont dans la rivière, sont forcément mouillés, tout comme nos acteurs, sauf que quand ils émergent, ils sont secs. Les chiens passent avec les soldats, Bond et ses amis émergent de l'eau, se pensant sauvés, sauf que l'un d'eux revient en arrière. Et James profite de sa solitude pour l'égorger. Première erreur, aucune trace de sang dans l'eau. Deuxième erreur, Querelle déclare qu'il a laissé passer les autres pour les surprendre. Faux. Le soldat a fait demi-tour, car il venait en contresens. Arrive la rencontre avec le soi-disant dragon. James Bond tire dans les phares de la machine. On entend le coup de feu, on a même une sorte de ricochet métallique, et enfin, le verre explose. Un décalage d'action quelque peu exagéré. Bon, finalement, Querelle le pauvre est mort, brûlé vif, et Bond et Honey ont été capturés. Sauf que quand ils arrivent dans la base du Dr No, on les envoie à la douche de décontamination. Je vous rappelle que là-bas tout est radioactif. Un agent en combinaison tend à Honey un peignoir pour qu'elle se couvre. Si vous observez bien, on voit que l'actrice porte une culotte et un soutien-gorge sans bretelles de couleur chair.
Donc les voilà tous les deux propres comme des sous-neufs, revêtus de peignoirs, et on les envoie vers des pseudo-infirmières. On voit que James allume une cigarette et tire une bouffée. Observez bien cette cigarette. Elle va rester coincée entre ses doigts, complètement oubliée. Parce que James a quand même le temps de parcourir le couloir, de visiter la chambre et de taquiner Rose ou Lily sans que la cigarette se soit consumée. Quand il la pose sur le plateau du petit déjeuner, elle est intacte. Comme je viens de vous le dire, donc James Bond et Honey Rider vont être accueillis par deux Chinoises, Rose et Lily. Ces deux femmes expliquent qu'un petit déjeuner les attend dans leur chambre. Il faisait nuit là, quand nos héros ont été capturés. On ne devrait pas plutôt leur servir à dîner ? Mais cette erreur, elle provient du roman. En réalité, les deux héros ont été capturés à l'aube, d'où le petit déjeuner. L'infirmière qui s'occupe de James et Honey va se montrer quelque peu confuse. En leur faisant visiter leur chambre, elle explique que des vêtements propres les attendent dans les penderies. Elle espère que ces derniers sont à la bonne taille car elle n'a eu leur mesure qu'hier soir. Or, quelques minutes plus tôt, elle expliquait avoir été avertie de leur venue qu'une demi-heure au préalable. Hier soir ou il y a 30 minutes. La contradiction est plus explicite dans le roman. En fait, la confusion réside entre le moment où le personnel a été averti de la présence des deux ennemis sur l'île et le moment de leur capture. Les infirmières savent qu'elles vont accueillir de nouveaux patients depuis hier soir, mais leur capture ne date que d'une demi-heure. Vient le fameux dîner. Donc James Bond et Honey rejoignent le Dr No dans la grande salle à manger. Ils descendent donc dans le salon où brûle un beau feu de cheminée. Il peut paraître surprenant d'allumer un feu quand on vit sur une île tropicale. Sauf que l'histoire se passe dans une grotte à plusieurs mètres sous la mer. La température n'était donc peut-être pas si chaude que ça. Arrive le dîner, tout le monde discute, et on voit Bond qui s'amuse avec son couteau. Il le tient à deux mains, ses coudes reposent sur la table. Plan suivant, ses bras sont croisés sur ses genoux et sous la table. Plan suivant, le couteau est revenu dans les mains et les coudes sur la table. Quand Honey est emmené par les gardes, James Bond bondit de sa chaise et s'empare de la bouteille de champagne. Le couteau disparu. Quelques instants après, le Dr No lui demande de remettre le couteau sur la table. Comment pourrait-il être sur les genoux de Bond alors qu'il s'est redressé quelques secondes plus tôt ? Bon, le dîner se termine, pas comme tout le monde l'espérait, et notre pauvre James finit en prison. C'est pas grave, comme toujours, il arrive à s'échapper en empruntant le conduit d'aération. Alors qu'il amorce une jolie descente, il chute en bas du conduit. Ce dernier se met à trembler et semble prêt à se décrocher. Sachant que les tuyaux ont été construits pour tester la résistance humaine à la douleur et doivent servir à plusieurs clients, les techniciens auraient dû mieux les fixer. Mais bon, Bond poursuit sa progression et se retrouve aspergé d'eau glaciale, alors qu'il serpente le long d'un tuyau brûlant. Je vous rappelle qu'il a dû s'enrouler les mains justement de bandage pour ne pas laisser sa chair sur le métal. Le choc thermique libère de la vapeur étouffante, visible dans le film. À ce moment, on s'aperçoit que le t-shirt de James est déchiré dans le dos. Ouais, mais petit problème, quand notre espion va émerger dans le couloir, le t-shirt, il est réparé. Il sort de son conduit, se cache comme il peut, et là on voit un technicien qui arrive dans le couloir. Et bien ce dernier n'a aucun sens de l'observation car il ne va même pas voir que la grille est posée sur le sol et le trou béant dans le mur. La scène se passe, notre James Bond camouflé dans sa combinaison va faire exploser le réacteur et toute la base du Dr No. Le méchant et le gentil s'affrontent sur une plateforme qui descend lentement dans la piscine bouillonnante. Et bien, observez bien les plans, vous verrez qu'un coup, le Dr No domine largement James, alors que sur les plans rapprochés, Bond semble sur le point de renverser la situation et de prendre le dessus. Il échappe à Dr No, on le voit se redresser, mais bizarrement, le plan suivant il est de nouveau en dessous. On voit que la scène a été tournée à plusieurs reprises selon différents angles. J'arrête là pour mes critiques, mais reconnaissez que pour un premier film, ils ont fait quand même très fort dans les faux raccords. Dr No fut le premier des 25 films de James Bond à rapporter plus de 5 milliards de dollars au box-office mondial. Un certain nombre d'éléments de ce film furent repris dans les volets suivants, devenant des incontournables. 1.
la séquence du gun barrel et le générique d'ouverture stylisé. 2. La présentation de James Bond par la phrase « Bond, James Bond ». Pour cette scène, Terence Young s'est inspiré de l'apparition de Paul Muni dans Juarez et Maximilien datant de 1939. 3. Les James Bond Girls sexy. 4. Les méchants mégalomanes, intimidants et trop ambitieux. 5. Les voyages dans des lieux exotiques. 6. Le briefing au siège du MI6 avec M. 7. Sa relation ambiguë avec Miss Moneypenny. 8. Les gadgets inventés par Q. 9. Le verre de vodka martini préparé au shaker et non à la cuillère. Et 10. La confrontation finale dans la base des opérations secrètes du méchant, entraînant la destruction de tout le repère. Pour diverses raisons, les films aiment à se distinguer de l'œuvre originelle. Étudions quelques-unes de ces différences. La scène d'introduction de James Bond ainsi que son retour chez lui sont un total ajout d'Eon Productions, de même que le personnage de Sylvia Trench. Dans le roman, 007 revient de convalescence après avoir échappé à la mort dans le roman précédent. Dans le roman, Bond est envoyé en Jamaïque pour retrouver Strangways et sa secrétaire soupçonnée de fugue amoureuse. Dans le film, la mort des deux protagonistes est reconnue comme un assassinat perpétré par le Dr No. Dans le roman, Strangway enquêtait sur la disparition de 2 gardiens du refuge pour oiseaux situé sur l'île de Crab Cay et l'incendie de leur camp. Dans le film, Strangway enquête sur la perturbation du lancement de fusées depuis Cap Canaveral. Dans le film, Felix Leiter enquête sur le Dr No, secondé par Querelle. Aucun des deux n'avait déjà rencontré Bond. Leiter est absent du roman. Bond n'a comme acolyte que Querelle, qu'il avait déjà rencontré dans le roman Vivre et laisser mourir. Les personnages de Jones et du professeur Dent sont des créations cinématographiques. Tout le monde se souvient de l'ascension de la tarentule sur le corps. Eh bien dans le roman, c'est une immense scolopendre venimeuse qui fait irruption dans le lit de 007. La scène durant laquelle Bond tue les 3 aveugles et fait arrêter Miss Tarot est une invention des producteurs. D'ailleurs, Miss Tarot n'est jamais visible dans le roman. Elle se contente de répondre à l'interphone. Capturés par les gardes du Dr No, Bond et Honey sont conduits dans la base secrète où ils sont décontaminés avant d'être emmenés à leur chambre et drogués. Dans le roman, ils sont conduits par du personnel féminin dans une suite luxueuse où ils prennent une douche et un petit déjeuner avant de sombrer dans le sommeil. Ayant refusé de faire partie du spectre, Bond est jeté en prison. Dans le roman, le docteur lui annonce que Honey et lui vont servir de cobaye à un petit jeu de survie. Le docteur teste la résistance humaine à la souffrance. Dans le film, Bond se sert de sa chaussure pour repousser la grille électrifiée de sa cellule. Dans le roman, il enroule des bandes de tissu provenant de son kimono autour de ses mains. Après avoir parcouru un très long tunnel incandescent et failli mourir noyé, Bond atterrit dans un couloir. Dans le roman, James finit son parcours dans la mer où il doit encore affronter une pieuvre géante. Dans le film, Bond neutralise un des techniciens de No, enfile sa combinaison et entraîne une surcharge du réacteur nucléaire de la base alors que la fusée américaine s'apprête à décoller. Une lutte est entamée entre les 2 hommes. No tombe dans la piscine du réacteur et meurt ébouillanté. Dans le roman, James rejoint le quai à la nage, s'empare d'une grue et recouvre No de guano, des excréments d'oiseaux. Dans le roman, Honey est attachée sur une colline où elle doit être dévorée par des crabes. Bond, qui part à sa recherche, la retrouve libre et revêtue d'un bleu de travail. Elle s'est libérée elle-même. Dans le film, Bond la retrouve attachée sur le sol dans une grotte où elle est censée périr noyée. Bond et Honey quittent l'île après avoir réquisitionné un bateau à moteur quelques secondes avant l'explosion du laboratoire. Leiter se propose de remorquer leur bateau, mais les amoureux préfèrent rester seuls sur la mer. Dans le roman, le duo s'empare du dragon et se réfugie dans les palétuviers. Nous retrouvons Bond chez le gouverneur qui promet d'envoyer des forces pour nettoyer le laboratoire du Dr No. 007 retrouve ensuite Honey dans la cave de sa maison incendiée. Avant de nous quitter, revoyons quelques répliques cultes du film Dr No. J'admire votre courage, mademoiselle Trench. Sylvia Trench. J'admire votre chance, monsieur Bond.
James Bond. Tu ne m'emmènes jamais à dîner. Je le ferai, tu sais. Seulement, M me ferait traduire en cour martiale pour utilisation illégale de biens gouvernementaux. La flatterie ne te conduira nulle part, mais continue d'essayer. J'avais donné des ordres pour qu'on le tue. Pourquoi est-il encore vivant? Nos tentatives ont échoué. Vos tentatives ont échoué. Je n'aime pas les échecs. Vous ne me décevrez plus, professeur. Le verre est convexe, de 10 pouces d'épaisseur, d'où l'effet grossissant. Des petits poissons se faisant passer pour des baleines, comme vous sur cette île. Cela dépend, monsieur Bond, de quel côté du verre vous vous trouvez. Vous trouverez cette île bien petite et bien nue quand l'heure aura sonné. Une petite île jetable. Dites-moi, la joie de détruire les missiles américains compense-t-elle la perte de vos mains? Le sabotage des missiles est la première étape pour prouver notre puissance. Votre puissance? Étant donné votre dédain pour la vie humaine, vous devez travailler pour l'Est. Est, Ouest, ce ne sont que des points cardinaux, aussi stupides les uns que les autres. Je suis membre du Spectre. Spectre, ce qui veut dire spécialiste en contre-espionnage, actes de terrorisme, représailles et extorsion. Les 4 pierres angulaires du pouvoir, dirigées par les plus grands cerveaux du monde, par les cerveaux les plus criminels. Les criminels d'envergure possèdent un cerveau supérieur, nécessairement. Dominer le monde, toujours le même vieux rêve. Nos asiles sont remplis de gens qui se prennent pour Napoléon. Ou Dieu. Je pensais même qu'il y aurait peut-être une place pour vous dans le Spectre. Je suis flattée, mais c'est plutôt la vengeance, ma spécialité. Le film remporte un succès suffisant pour poursuivre l'aventure. En 1963, le duo Saltzman-Broccoli réalise le film Bon baiser de Russie. Pourtant, ils devront attendre Goldfinger en 1964 pour connaître le succès et assister à l'envol de la carrière de James Bond, érigé au rang de star internationale. Ian Fleming n'aura pas le temps de profiter de ce succès, car il meurt le 12 août 1964 d'un infarctus, à l'âge de 56 ans. L'étude du film Dr No est terminée. La semaine prochaine, interrogation orale. Je serai indulgente et éviterai les questions pièges. Vous verrez bien. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.